Fabien Pelouse, qui est avec moi, mais à distance, étant donné que Fabien est à Toulouse et moi, je suis à Levallois-Perret. Fabien, je te laisse te présenter en quelques mots, même si la plupart des participants, je suppose, te connaissent déjà. D'accord, bonjour à tous. Bonjour Nelly, je suis donc Fabien Pelouse. Je suis un ancien international de rugby et j'ai eu la chance d'être capitaine finalement de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Et c'est pour ça que je me permets de venir faire ce webinaire pour parler de management parce que voilà, le management sportif est une sorte de management, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à en tirer, notamment sur l'esprit d'équipe, comment on forme une équipe, etc. Et je crois que si vous êtes là, c'est aussi pour entendre ce que l'on fait, en tout cas dans le rugby, pour essayer de faire en sorte que chaque membre de l'équipe se sente bien dans l'équipe et puisse aller vers la performance, parce que c'est quand même ce que l'on recherche aussi dans le sport, et notamment dans le sport professionnel. Merci Fabien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Nelly Dubout, je co-dirige un cabinet de conseil, coaching, formation qui s'appelle Birds Conseil et on est expert des sujets de management, de leadership et de transformation managériale. Pour démarrer, on avait envie de vous écouter déjà sur qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là avec nous ce matin. Est-ce que vous avez un questionnement particulier, un intérêt particulier sur ce sujet de repenser le management? Et donc, je vous propose d'inscrire dans le chat votre réponse à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ce matin à ce webinaire? Je vous laisse quelques secondes pour nous partager cela. Donc, vous êtes en train d'écrire « Gestion de la motivation des équipes ». Merci Sébastien. Donc, motiver les équipes. Manager est clé dans la motivation des équipes, avoir des clés pour faire en sorte d'entraîner les autres. Donc, engager, entraîner, motiver. Je prends un dernier commentaire. Quelles sont les tendances managériales, les best practices, les bonnes pratiques, et trouver l'inspiration des pistes d'expérimentation pour embarquer les équipes. Alors, merci pour ce démarrage. Et nous allons tout de suite passer à l'agenda de ce webinaire. Donc, nous allons échanger sur deux volets. Un premier volet sur comment développer une expérience positive du management. Et là, nous allons croiser les regards avec Fabien. Et comment opérer un projet de transformation managériale lorsqu'on souhaite finalement viser une autre posture managériale, embarquer un comité de managers dans une autre manière de faire, comment on s'y prend. Donc, comment développer une expérience positive du management? Et c'est là où on travaille depuis peu en collaboration avec Fabien, parce qu'on se rend compte que le regard du sport de haut niveau et les bonnes pratiques sur le management d'équipes sportives peuvent être intéressants pour nous en entreprise. Fabien, toi, quelle est justement déjà, dans un premier temps, ta définition du management, du manager? Qu'est-ce que c'est que manager? Je suis surpris quand même par les questions. Je pensais que quelqu'un serait venu pour ton sourire, Nelly. Mais non, en fait, tout le monde est venu pour bosser. Alors. Non, mais en fait, tu sais, ça, c'est que je ne l'ai pas lu. On m'a dit, je suis venue pour Fabien Pelouse, forcément. D'accord.
Euh, non, tout simplement, moi, je voudrais faire, pour répondre à ta question, je voudrais faire juste la distinction entre manager et gérer une équipe. Et en fait, je crois que toute la clé du management, elle se retrouve derrière ces deux termes. Gérer une équipe, c'est tout simplement faire en sorte que l'équipe, de manière pratique, puisse fonctionner. La gestion des plannings, la gestion des réunions, tout ce qui est de manière concrète. Manager une équipe, c'est autre chose. C'est rentrer en contact finalement avec les personnes ou faire en sorte que les personnes puissent rentrer en contact de façon à créer de la solidarité entre ces personnes. Parce que ce dont on a besoin, à la fois bien sûr sur un terrain de rugby, mais aussi dans une équipe au sein d'une société, c'est que 1 plus 1 fasse 3, pas 1 plus 1 fasse juste 2. On essaye de trouver la plus-value à travers justement la solidarité que peuvent développer tous les acteurs d'une équipe, tout simplement. Et je crois que manager, ben c'est ça, c'est faire rentrer les gens en contact et soi-même, en tant que manager, rentrer en contact avec les personnalités des collaborateurs, pas forcément avec les fonctions. C'est faire en sorte que les personnalités puissent se rencontrer pour justement développer leur solidarité. Okay. En termes de dynamique d'équipe, finalement, est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques par ton expérience? Ben en fait, partant de ce postulat-là, qu'il faut faire rencontrer les personnalités, il y a des passages obligés. Moi, j'appelle ça des passages obligés. On a des termes différents, mais en fait, je crois qu'on se rejoint sur le concept général. Et les passages obligés, ce sont les passages où en fait on va faire en sorte de développer cette solidarité. Alors j'en ai sorti deux parce que c'est deux moments dans les équipes qui sont facilement identifiables, mais en fait toute la semaine des équipes de rugby, elles sont quand même orientées aussi par rapport à ça. En fait, en rugby, on s'entraîne à la technique, on s'entraîne à la stratégie et on s'entraîne aussi à la solidarité. Et par certains passages obligés, notamment les stages de début de saison, qui sont ni plus ni moins que des séminaires d'entreprise. Hein. Ce sont des moments en fait où on va faire en sorte que les personnalités puissent se rencontrer. Parce que quand on y pense, délocaliser des entraînements à des fois 50 km du lieu habituel d'entraînement, juste pour faire des entraînements, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, ce qui est important durant les stages de début de saison, ce sont tous les autres moments. Les moments où on va déjeuner ensemble, les moments où on va aller boire un coup ensemble au bar du coin, les moments où on va vivre ensemble. Parce qu'en fait, la solidarité, elle se développe entre personnalités, pas entre fonctions. Quand on est sur le terrain, quand on est sur le lieu habituel d'entraînement, quand on est dans les vestiaires, on représente une fonction. Quand on est dans un autre contexte, ben finalement, les personnalités rentrent un peu plus en jeu. Et ce sont des moments très importants pour développer la solidarité. Le deuxième moment important, c'est les troisièmes mi-temps. Parce qu'en fait, la troisième mi-temps, c'est un espace de verbalisation. Alors, effectivement, c'est un espace de verbalisation un peu particulier, parce qu'on est un peu désinhibé, parce que la musique est forte, parce qu'on est dans un contexte un peu différent. Mais c'est un moment, c'est un endroit, en tout cas, où justement parce qu'on est un peu désinhibé, on va pouvoir verbaliser à son coéquipier ou le coach va pouvoir le faire de manière plus détendue. Va pouvoir reprocher aux joueurs d'avoir manqué le plaquage qui vous a fait perdre le match de l'après-midi. C'est entendu, c'est pas entendu, mais en tout cas c'est verbalisé. Et le fait de le verbaliser, ben, ça permet d'évacuer ce non-dit ou qui va générer justement un a priori négatif sur la semaine de préparation pour le match suivant. Et donc, cet espace de verbalisation permet finalement d'apaiser
l'équipe, d'apaiser l'esprit d'équipe, parce que les choses seront verbalisées dans un moment particulier qui est finalement fait pour ça, mais qui permet justement de ne pas rendre l'esprit d'équipe délétère par des non-dits qui auraient pas été possible si on n'avait pas eu cet espace de verbalisation. Donc, il y a ces deux moments privilégiés, effectivement, mais toute la semaine, il y a des rencontres entre managers et coéquipiers, entre coéquipiers eux-mêmes, de façon à générer justement cet esprit d'équipe, générer cette solidarité qui va permettre d'arriver à la performance. Okay. Alors, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que finalement, le management aujourd'hui, il y a une nécessité de se recentrer sur la relation, sur la création finalement de moments où les personnes vont se rencontrer, mais en termes vraiment de personnes et pas de Exactement. fonctions. Aujourd'hui, le management en entreprise est très orienté de manière opérationnelle à délivrer. Ouais. Délivrer des tâches, délivrer un résultat, et on en a peut-être un peu oublié cet ingrédient primordial de performance. Ben c'est un peu le constat que l'on fait, en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une transformation digitale. Donc, en fait, on pense qu'on va pouvoir aussi transformer le management à travers les outils que nous propose finalement cette transformation digitale. Je pense que c'est en partie vrai dans la mesure où tout ce que toutes les tâches dont tu fais, dont tu parles, elles seront certainement adaptables à une transformation digitale. Et la différence finalement entre la gestion dont on parlait et le management, ben, elle se situe là. Toutes les tâches de gestion, elles seront certainement facilitées par la transformation digitale. Alors que finalement, le travail le plus important pour le manager, qui est de manager son équipe, de faire rentrer les personnalités déjà en contact, certainement, ça va lui dégager du temps, cette transformation digitale, pour se consacrer finalement sur ce qui est le plus important pour la performance, c'est certainement ce management et mettre les gens en contact. Parce que le boulot du manager, c'est vraiment celui-là. C'est faire rentrer les personnalités des gens en contact. Et, euh, et donc, moi, je pense qu'on va vers justement des managers qui seront plus tournés vers ce côté-là de la gestion de l'équipe ou du management de l'équipe, parce que justement facilité la Ouais. réalisation des tâches. Mhm. Alors, tu m'as dit une fois, moi je vois de loin sur un terrain, quand une équipe est solidaire, quand une équipe est en cohésion et une qui ne l'est pas. Comment tu vois ça? Ben il n'y a pas besoin d'être un expert en plus du rugby pour voir si une équipe est solidaire ou pas. Euh, Ça se voit dans les petits détails. Dans le fait que quand un joueur, par exemple, rate un plaquage, l'exemple que je prenais tout à l'heure, finalement, c'est son coéquipier qui va être là tout de suite pour compenser cette erreur-là ou cette faiblesse-là. Et en fait, c'est ça qu'on demande à une équipe. C'est que quand un joueur est en difficulté, qu'un autre vienne très très vite pour l'aider. Et c'est plus facile finalement quand il y a de la solidarité entre les joueurs, quand une affinité s'est créée, parce que le joueur qui est là pour soutenir, il va plutôt avoir tendance à accélérer un peu la course pour aller aider son coéquipier s'il a créé des affinités, que si c'est juste un collègue de travail. Et même, je vais vous dire, si c'est juste un collègue de travail, plutôt le laisser se dépêtrer de son erreur, parce que lui, il n'en a pas commis. Donc, par comparaison, il va plutôt se valoriser par le fait qu'il n'a pas commis d'erreur. Et en fait, tout le travail du manager, c'est justement de créer ces affinités. La problématique, c'est que le manager, il va pas dire
mais il faut que toi, tu sois solidaire avec toi. Parce que ça n'existe pas. Par contre, le travail du manager, c'est de créer les conditions. Ben, créer ces stages de début de saison, créer, ou laisser en tout cas les joueurs pouvoir faire la troisième mi-temps, créer des moments où la solidarité, où les affinités vont pouvoir se développer. Et, euh, et quand on voit une équipe solidaire sur le terrain, ben on peut dire que finalement le manager a fait son travail. Parce que le côté technique, le côté stratégique, ça, euh, c'est facile, je dirais. Parce que on choisit une option, on choisit une autre, et le manager dit, ben voilà, on fait ça. Et les joueurs appliquent, et normalement, ça pose pas de soucis, que ce soit sur le côté stratégique ou sur le côté technique. Par contre, sur le côté solidarité, ça, c'est plus difficile à mettre en place parce que le manager crée les conditions, mais il n'est pas sûr que ça va marcher parce que ça tient de la personnalité aussi des gens. Et en ce sens, le travail du manager, c'est de choisir aussi les hommes qui vont pouvoir rentrer dans ce moule-là. Un joueur trop individualiste dans notre milieu du rugby, ben, il va avoir du mal à pouvoir s'intégrer dans un système justement très collectif, un système de solidarité, un système où tout le monde joue ensemble, où finalement les individualités s'effacent un petit peu au profit de la performance collective. Mais c'est un critère en tout cas qui fait que le manager va choisir ses hommes s'il veut que la tendance de son équipe soit celle-là. Alors, en rugby, hein, quand on voit une équipe solidaire et quand on voit une équipe moins solidaire en face, ben, généralement, on connaît finalement le vainqueur du match. Hein. C'est souvent l'équipe solidaire quand même qui soulève le bouclier, comme ce qu'il y a là derrière moi, en fin de saison ou pas. Parce que la solidarité, c'est un moteur puissant de la performance dans le sport et dans l'entreprise, je ne le suppose pas, je le sais aussi. Et c'est pour ça que c'est important aussi de la développer. Pas par philanthropie, pas par philosophie, parce que c'est un moteur important de la performance. C'est pas par, euh, je veux dire, la troisième mi-temps, les, euh, les, euh, les stages de début de saison, euh, c'est pas fait juste pour amuser les joueurs. Hein. Bien sûr, c'est bien, hein, ce sont de bons moments, etc. Mais c'est avant tout pour la performance, parce que c'est, encore une fois, la solidarité, c'est un levier important de la performance dans le rugby. Ouais. Et la piste que tu nous donnes, c'est de vraiment regarder le système et la dynamique d'équipe. Et c'est ce qu'on fait aussi en coaching d'équipe. C'est que lorsqu'on arrive dans une équipe, comment on sent cette équipe, comment on la ressent. Si on monte dans un hélicoptère et qu'on regarde l'équipe d'en haut, comment elle fonctionne, quelles sont ses relations, quels sont ses liens, est-ce qu'on sent de la confiance, est-ce qu'on sent de la transparence, est-ce qu'on sent des non-dits. Et donc, c'est vraiment d'apprendre à regarder ça de loin pour peut-être activer et créer les zones qui n'ont pas été encore développées par l'équipe. Exactement, exactement. Alors, ça se fait de manière généralement les entretiens de fin d'année, les choses comme ça, où on dépasse un petit peu le cadre de la gestion finalement des personnels, et on va un petit peu dans le relationnel. Mais je pense que ça ne doit pas être consacré ou réservé à une heure de réunion en fin d'année pour faire le bilan et les perspectives de l'année suivante. Je pense que ça doit être un travail, peut-être pas quotidien, hein, mais un travail en tout cas principal finalement du manager. C'est vrai que le manager écroule sous les tâches finalement, mais sa tâche la plus importante pour moi, c'est vraiment de rentrer en contact avec ses collaborateurs. Parce qu'à un moment, quand il va falloir appuyer sur le levier pour demander un peu plus de performance, un peu plus d'engagement, un peu plus de temps consacré au travail, mais il va falloir appuyer sur le bon levier. Si on demande à un collaborateur je sais pas, un peu plus d'engagement, par exemple, dans
dans son travail et qu'on n'appuie pas sur le bon levier, ben, on ne va pas avoir de résultats. Et le travail du manager, c'est de connaître justement les leviers sur lesquels il va falloir jouer. Si on demande à quelqu'un un peu plus d'engagement en lui proposant, par exemple, euh, en lui parlant justement de l'esprit d'équipe, de la relation qu'on peut faire naître ou qui est née, ou de la solidarité qu'il faut montrer avec ses collaborateurs, parce que justement, il faut qu'on avance et qu'on est dans une période difficile ou une période qui demande un peu plus d'engagement. Si on lui parle de ça et qu'il c'est plutôt un affectif, ça va lui parler. Si on lui propose, je sais pas, une augmentation financière en contrepartie, bon, il va l'apprendre, hein, parce que c'est toujours bon à apprendre, mais ça va pas le toucher dans ce qu'il est en tant que personnalité. Donc, on va pas avoir l'effet escompté. Et l'inverse est aussi vrai. Si on propose ou si on parle justement de relations humaines alors que le collaborateur il attend une augmentation financière, ça va pas forcément lui parler aussi. C'est pour ça il faut connaître ses collaborateurs pour pouvoir justement appuyer un moment sur les bons leviers. Oui, les niveaux de reconnaissance. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de comprendre aussi que finalement, le manager, bah, il faut l'accompagner dans un développement de compétences. Un développement de compétences qui va être centré aussi sur la relation. Comment gérer la relation, comment se connaître, comment connaître les autres, comment connaître la dynamique collective. Et ça, c'est quelque chose en général qu'on n'apprend pas, hein. On voit dans les écoles de commerce ou à l'université, les formations en management sont très orientées sur du management finalement opérationnel, sur de l'encadrement d'équipe, et non finalement du développement de talents d'équipe, du développement de compétences d'équipe. Donc moi, ce que je voulais zoomer aujourd'hui, c'était aussi les compétences de demain du manager. Chez Birds Conseil, on a fait un co-travail dans l'équipe avec certains de nos clients pour voir finalement qu'est-ce qu'on devait développer chez les managers pour demain. Au-delà de cette partie relationnelle qui est au centre et qui est vraiment le prérequis, et on travaille avec beaucoup de clients sur ce sujet. Voilà 8 compétences clés pour demain. Première compétence, la création du sens. Donc le manager doit savoir donner du sens. Et ça, Fabien, on en a pas mal parlé aussi ensemble, du sens que devait porter le manager dans son équipe. Ouais, effectivement, c'est important de replacer dans un contexte plus général l'engagement des joueurs ou des collaborateurs. Je crois qu'à un moment, on est dans une société aussi qui demande qui a cette tendance à vouloir donner du sens à tout ce qu'elle fait dans ses modes de consommation, dans sa façon de s'alimenter, par exemple, dans beaucoup de domaines. Et effectivement, on passe aussi avec une génération qui arrive maintenant sur le marché du travail, qui demande justement aussi du sens. Et le sens, il est un peu différent de ce qu'il était avant. On sort d'une génération qui donnait du sens à son engagement en entreprise par une progression qu'elle pouvait avoir dans l'entreprise. Voilà, on se valorisait, en tout cas, dans les conversations par rapport à une promotion qu'on avait pu avoir, une ascension dans l'entreprise. Et finalement, c'était ça le sens de l'engagement au travail. C'était pouvoir progresser dans ce que l'on faisait. On est maintenant, je crois, dans une génération qui se valorise par rapport aux loisirs qu'elle peut s'accorder. Et donc, la relation au travail, elle est un petit peu différente. Ce n'est qu'un moyen d'accéder aux loisirs. Il faut en prendre note et il faut adapter aussi l'entreprise à ça et donner du sens
dans l'entreprise, eh bien, il passe plus forcément par la promotion qu'on peut avoir dans l'entreprise. Il passe aussi par d'autres critères, eh bien, la relation qu'on peut avoir avec ses coéquipiers, ses collaborateurs, le fait d'avoir une entreprise plutôt vertueuse, des choses comme ça. Et dans le rugby, c'est un peu la même chose parce qu'il n'y a pas de raison que le collaborateur dans l'entreprise il soit différent du joueur professionnel dans une équipe de rugby. On a besoin de motiver les joueurs sur d'autres connotations que aller chercher le titre ou être meilleur que son concurrent. Voilà, il faut trouver d'autres leviers de motivation pour donner du sens justement à cet engagement-là. Okay. Donc la création du sens, la deuxième compétence, c'est l'intelligence émotionnelle. En fait, le manager, finalement, va devoir acquérir des grilles de lecture émotionnelle. Ouais, tout à fait. Mais moi, je dirais, enfin, je sais pas, moi, tu mets des termes derrière des choses. Moi, je pense que à partir du moment où tu as envie de rentrer en relation avec les gens, ben, tu vas capter toutes ces émotions-là. Tu vas ressentir dans quel état émotionnel, tout simplement, est ton joueur, et ton collaborateur. Ben voilà, un joueur qui traverse une période difficile en termes de performance sur le terrain, en termes de vie personnelle, ben ça va influer forcément sur sa performance. Et donc, ben, ces moments-là, il va falloir pouvoir les capter et pouvoir ben, faire en sorte soit de passer outre, soit de l'aider dans ce moment-là. Après, c'est de la relation humaine, donc il faut trouver les solutions qui vont à chacun. Mais ça, c'est sûr qu'il faut le capter parce que ben, chaque chose qui se passe dans la vie d'un collaborateur, d'un joueur, ben forcément, elle a un impact sur la performance. Donc, ben, il faut s'en occuper aussi. Mmh. Donc là, vous avez les 8 compétences qu'on travaille aujourd'hui avec les managers. On va pas s'arrêter sur chacune. Vous pourrez avoir le slide si vous le souhaitez. Il suffit de demander à Laura. Je vais juste les citer. Donc, troisième compétence, la pensée innovante. Ensuite, on a la compétence interculturelle, la compréhension finalement des différentes cultures, la capacité de synthèse, la maîtrise des nouveaux médias, la transdisciplinarité, la pensée orientée résultat, la gestion de la charge cognitive. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ça soit un manager ou finalement n'importe qui en entreprise, il y a une charge cognitive à gérer. Et donc là, ben, ça demande d'avoir une capacité de prise de recul, de lâcher prise. La culture finalement du détail va devoir être gérée au profit de la priorité ou de l'essentiel. Et enfin, la collaboration avec la collaboration de plus en plus virtuelle aussi. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Fabien, J'aimerais juste, compétence? ouais, juste te parler de la compétence interculturelle parce que ben, nous, on la vit au quotidien. Hein, on joue dans des équipes de top 14, Oui. pardon, du championnat français où il y a ben, beaucoup de nationalités différentes. Et on a souvent peur en fait des différences culturelles des gens. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est une grande chance. C'est une grande chance si on sait s'en servir. Voilà, parce que on est souvent parti du constat que nous, on a une tradition dans le rugby français et on va continuer dans cette tradition. Le joueur qui arrive, même s'il vient de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des Fidji ou de Géorgie, eh bien, il va falloir qu'il s'adapte. Eh bien, moi, je pense que justement, il faut se servir des différentes cultures. Parce que culturellement, ben, on a des différences. Et il faut le revendiquer. Et dans le rugby, c'est la norme aussi. Un rugbyman sud-africain, il met beaucoup plus d'engagement dans son jeu au détriment des fois de la technique.
un Australien, c'est un joueur qui est beaucoup centré sur la stratégie de jeu, par exemple. Le Géorgien, lui, il a une conception du rugby qui est faite sur ben, je suis un homme, donc je montre que je suis un homme. Voilà. Et tout ça fait que finalement, si on prend les bons ingrédients un peu partout, ben, ça nous fait une équipe qui a beaucoup de cordes à son arc et qui va pouvoir jouer sur différentes connotations qui vont lui permettre de se tirer de pas mal d'écueils. Donc moi, je pense que la compétence interculturelle, elle est hyper importante pour un manager pour justement tirer la quintessence de toutes les cultures et amener ces petits bouts de culture pour construire une culture finalement d'entreprise qui va être propre à l'entreprise, qui va pas pouvoir forcément se décliner ailleurs, mais qui va faire que le socle de culture, le socle de valeur de l'équipe ou de l'entreprise va être un peu différente. Et c'est ce qui va faire sa force surtout. Voilà. Et le travail du manager, c'est justement d'aller piquer un petit peu tous ces bouts de culture un peu partout pour faire en sorte de nourrir sa propre culture d'entreprise. Ouais, et de créer une culture commune avec un but commun. Exactement. Ouais. Merci pour cet apport. Donc là, on a zoomé sur les compétences. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui en entreprise, il y a vraiment un sujet qui est le sujet de la transformation managériale. Et la plupart de nos clients nous demandent finalement comment on accompagne nos managers, comment on les accompagne à développer une nouvelle posture, à se recentrer sur finalement l'essentiel des missions et des compétences managériales. Et donc, nous, chez Birds Conseil, on a opéré plusieurs processus qu'on a adaptés suivant nos clients, mais on en a tiré un processus de comment opérer finalement un projet de transformation managériale. Et c'est ce que je vais vous partager sur ce slide. Globalement, un projet de transformation managériale, c'est déjà un diagnostic. C'est comment aujourd'hui le management s'opère dans mon entreprise, comment s'opère la vision du management, les valeurs du management, quels sont les comportements attendus. Et là, en fait, on va dessiner ensemble un portrait cible du manager idéal de l'entreprise pour accompagner la ligne managériale dans ce sens-là. Ensuite, on va commencer à déployer un projet de formation, coaching. Et là, on a une journée de lancement avec l'ensemble des managers. Et c'est là où Fabien va avoir un rôle clé, étant donné qu'il fait partie des conférenciers sur lesquels on peut s'appuyer sur des conférences inspirationnelles pour apporter des éléments clés. Et l'élément clé que Fabien a pu partager ce matin, par exemple, sur la relation, apprendre à créer des moments de relation dans son équipe, ça peut être un message important pour des managers. Donc, toi, Fabien, quand tu donnes une conférence justement à des managers, comment ça s'articule? En fait, j'explique un peu ce qu'est l'esprit d'équipe dans le rugby, un peu ce que je vous ai expliqué en termes de solidarité et surtout de levier de performance, parce que le rugby professionnel, c'est la recherche de la performance. Et je décline ensuite sur les bonnes pratiques pour justement faire en sorte que l'esprit d'équipe soit l'élément moteur ou un élément en tout cas très important de la performance, notamment sur la valorisation des individus, sur la valorisation des fonctions support que l'on appelle dans l'entreprise. Moi, j'appelle ça la valorisation des joueurs, tout simplement, parce que pour moi, il n'y a pas de fonction support, même la plus petite. Même un joueur qui fait rien ou qui participe pas à l'action qui a amené à un essai, il peut être important parce qu'il a eu une course qui a attiré un autre joueur. Ça s'est pas vu.
sur l'action. Il n'a pas touché le ballon. Et pourtant, ça a été un élément qui a fait que l'action a réussi. Parce que justement, ben, il a attiré un joueur adverse dans une zone où on ne voulait pas les jouer et ça l'a enlevé simplement de la défense adverse. Et donc, ça a été peut-être la clé de la réussite de l'action. Donc, dans l'entreprise, il y a beaucoup de collaborateurs comme ça qui se sentent un petit peu dévalorisés. Et le travail du manager, c'est aussi de valoriser ces personnes-là, même si elles ont eu une toute petite influence sur la réussite d'un projet, sur, je sais pas, tout ce qui peut être mis en place dans une entreprise. Mais ce cette petite chose-là, ben, c'est important aussi de la valoriser pour justement, encore une fois, donner du sens à l'engagement des collaborateurs ou donner du sens à l'engagement des joueurs sur le terrain. Parce que justement, chaque petite chose, elle peut être importante. Et moi, je prends souvent l'exemple de dire, ben, le bouclier à la fin de l'année, il se gagne sur chaque action que tu fais sur le terrain à chaque moment de l'année. Et par extension, à chaque entraînement. Parce que ben, chaque entraînement, il est important pour la réussite et pour finalement construire ce qui va faire qu'on on va pouvoir soulever le bouclier à la fin de l'année. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que c'est des messages inspirationnels pour des équipes qui vont leur permettre de peut-être penser un peu différemment et de repenser leur manière d'être, leur manière de faire. Donc ça se fait lors de journées de lancement managérial sur de nouvelles postures managériales. Ensuite, on a bien sûr l'aspect formation. C'est important de leur apporter des clés et de la pratique managériale. Donc ça peut s'opérer sur 1 ou 2 journées. On a des fondamentaux managériaux, qu'on déroule en général de manière opérationnelle et participative. Et puis, on a la partie groupe de pairs, où là, on va être soit sur du co-développement, soit sur de l'entraînement, de la simulation. Hier, par exemple, j'étais avec un groupe de managers et donc on a pratiqué vraiment des situations réelles où ils ont des cas et il y en a un qui est manager, l'autre managé, il y a un observateur, donc ils travaillent en trio et ils pratiquent des cas et ensuite on débrief et on débriefe sur la posture mais aussi sur le protocole d'échange dans ces discussions et ça c'est vraiment très très apprécié. Et bien sûr ensuite on a le coaching individuel qui peut être opéré. Je vous laisse prendre 1 ou 2 notes si besoin. Et puis, si vous avez besoin de ces slides, nous vous les enverrons. Fabien, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet de la transformation managériale? Ben, en fait, moi, je trouve que enfin, c'est quand même assez paradoxal de parler de transformation managériale, alors que il me semble que le boulot du manager, ça a toujours été celui-là. Donc, je crois on était sur ces façons de faire euh, durant longtemps, et en fait, on a pensé qu'on pouvait faire autrement. Alors, je sais pas depuis quand, hein, depuis 10, 15, 20, 30 ans peut-être, euh, en termes de management, parce que des outils sont arrivés et en fait, on a pensé que les outils pouvaient tout gérer. Et on est en train de revenir à ce que l'on faisait finalement avant, c'est-à-dire ben, de la relation humaine. Et donc, moi, j'ai pas envie de parler de transformation managériale, j'ai envie de parler plutôt d'un retour aux sources salutaires, tout Ouais. simplement, qui fait que ben, une entreprise, c'est pas juste un endroit où on va chercher un salaire, c'est un endroit où on va aussi vivre des choses, vivre son travail. C'est l'endroit où on passe le plus de temps quand même hein, dans notre vie. Donc, moi, le terme vivre son travail, il me semble important. Et bien vivre son travail, essayer en tout cas de le vivre le mieux possible. Alors, pour le collaborateur, mais aussi pour le manager, voilà, parce qu'il y a une obligation de résultat pour le manager,
qui est réel et il faut que ce soit quand même le juge de paix. Mais il y a aussi le fait de garder un peu plus longtemps ses collaborateurs. Pour moi, c'est pas un critère anodin non plus. Voilà, le fait que euh, un, un collaborateur aille pas forcément chercher ailleurs ce qu'il a dans l'entreprise et valoriser ce que l'on fait dans l'entreprise, ça me paraît aussi important. Donc voilà, je, j'ai l'impression que c'est aussi du bon sens, c'est du bon sens relationnel que de retourner vers ce style de management-là. Ouais. C'est back to basics, comme disent les Américains. Ouais, C'est revenir à on l'a pensé l'essentiel, aussi, mais revenir à la ça marche motivation. aussi en Amérique. Ok, on va prendre quelques questions. Nos échanges vous ont certainement suscité des questions. Vous pouvez les poser dans le chat et je vais les partager à l'oral. Donc, nous avons Philippe, tout à fait en phase avec le rôle du manager, tel que vous l'évoquez tous les deux, créer du lien en créant les conditions pour, ce qui me fait penser à la posture manager-coach. Mais n'y a-t-il pas un risque de dérive en devenant du management à l'affectif qui peut être violent et excluant? Tu veux répondre ou je réponds? Ben vas-y, dis ce qui te vient, après moi je dirai ce qui me vient. Ouais, enfin, je sais pas, je me suis peut-être mal exprimé, mais effectivement, c'est bien de faire de bien préciser les choses. Rentrer en relation avec les gens, ça veut pas dire être ami avec les gens, hein, attention. Il y a quand même une ligne conductrice à avoir et une ligne à pas franchir. Si on veut devenir ami, on peut devenir ami, mais c'est pas un critère. Le critère, c'est encore une fois pour le manager, euh, connaître son collaborateur pour savoir sur quel levier il faut appuyer. Voilà. Et ça, il faut rentrer en contact avec la personnalité. Voilà. Rentrer en contact avec la personnalité, ça ne veut pas dire être ami avec la personne. Je crois qu'il faut faire le distinguo entre les deux. Encore une fois, ce qui dirige un manager, c'est la performance. Et la performance, euh, elle est induite par justement le sens que l'on peut donner à l'engagement du collaborateur. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, moi j'aime pas ce terme gestion à l'affectif. C'est gestion à la personnalité, surtout, je pense. Euh, on peut mettre de l'affect, on peut ne pas en mettre, mais en tout cas, il faut rentrer en contact avec les personnalités et pas forcément être ami avec les collaborateurs. Voilà. C'était juste le distinguo que je voulais faire. Ouais. Moi, je pense que le Zoom, c'est vraiment de connaître les personnes, de s'intéresser à elles, de s'intéresser à l'équipe, à son fonctionnement. C'est aussi développer la relation et du coup avoir conscience des relations, avec qui finalement on se sent à l'aise, avec qui on ne se sent pas à l'aise et quels sont les pas à faire pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Et c'est vrai que le mot de l'affectif, je ne l'utilise pas en fait. Donc c'est vraiment prendre le juste milieu, la bonne température par rapport à ça. Ok. Une autre question. Alors, comment les RH peuvent accompagner dans la construction de la solidarité? Fabien, tu veux Ben moi, voilà, j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Je pense que le travail du manager, c'est celui-là. Le travail des RH, qui est un secteur un peu particulier enfin, particulier, un secteur un petit peu à part dans l'entreprise. Ben, moi, je crois qu'il il doit avoir un rôle de facilitateur. Euh, moi, je pense que le, la, la,
le management de l'équipe doit se faire à l'intérieur de l'équipe. Par contre, la, la RH doit être facilitateur de certaines choses, notamment en termes d'organisation, de, des rencontres, organisation des réunions informelles pour justement développer la solidarité. Ils doivent être finalement un support pour que l'équipe puisse se construire et pas forcément le moteur. Ça doit aussi venir de l'intérieur un peu de l'équipe. Si l'équipe n'a pas envie de vivre ensemble, ça va être compliqué de la faire vivre ensemble. On ne va pas imposer ça de manière externe. Ça va être difficile. Par contre, mobiliser les managers sur ça, je pense que c'est important. Et faire en sorte d'être facilitateur ensuite pour tout ce qui pourrait naître de l'équipe et qui demande un petit peu d'organisation pour pouvoir le mettre en place. Oui. Faciliter. Alors c'est vrai que le rôle souvent que vont jouer les RH, c'est cette facilitation, c'est-à-dire acculturer les managers au fait que c'est important et que c'est important d'avoir conscience de la manière dont une équipe peut être performante et la manière dont il est important de créer de la relation dans son équipe. Acculturé par des ateliers, des conférences, des formations. Et puis, je pense qu'il y a le sujet de l'exemplarité, c'est-à-dire que les RH ont un rôle à jouer vis-à-vis des comités de direction. Et il faut influencer les comités de direction sur leur exemplarité en la matière. C'est que eux, à leur niveau, s'ils n'initient pas ça, et s'ils donnent pas de l'importance à ça, c'est compliqué ensuite de faire en sorte que sur le terrain, dans les équipes, il y a cette note particulière à la cohésion, à la solidarité d'équipe. Ouais, d'autant plus que je pense que ça va devenir un élément important pour le recrutement des nouveaux collaborateurs. Je côtoie quand même quelques sociétés et elles me disent toutes qu'elles ont du mal à recruter parce que malgré le nombre de chômeurs, les collaborateurs sont difficiles à convaincre finalement. Et cet élément-là d'état d'esprit de société, d'état d'esprit d'équipe dans chaque partie de l'entreprise, eh bien, ça peut être un élément important de recrutement. On vit bien dans notre société, on vit bien son travail dans notre société. Et ça, je crois que c'est un élément aussi de plus pour le recrutement des hauts potentiels. Ouais. Et on parle même de guerre des talents. Hein. Il y a vraiment un sujet sur comment acquérir les talents et comment les conserver. Et donc ça va être un point important dans le sujet de repenser le management. Très bien, merci pour ces questions. Nous vous proposons pour clôturer ce webinaire que vous nous partagiez dans le chat avec quoi vous repartez. Avec quelle envie, avec quelle attention, un point clé qui vous a intéressé, une envie particulière qu'on a suscitée. En tous les cas, on se tiendra à disposition avec Fabien pour venir accompagner vos équipes, vos managers. Donc, n'hésitez pas ensuite à nous contacter ou contacter Laura pour un rendez-vous. Fabien, un mot de clôture de ce webinaire? C'était mon premier webinaire. Je n'avais jamais fait cet exercice-là. C'est plutôt sympa. Voilà. On va falloir fêter ça alors. Voilà, exactement. C'est ça. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Merci Fabien pour ce moment encore partagé et pour ton regard qui est toujours passionnant. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.